Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre webinaire Échange SIAMT. Le sujet d'aujourd'hui sera sur la consommation d'alcool et le travail. Donc, vous le savez autant que moi que l'alcool malheureusement tue. L'alcool figure au niveau c'est le numéro 2 des sujets morts liés à ce produit-là après le tabac. Donc apparemment, il y aurait 40 000 morts par an, 3 quarts d'hommes et 1 quart de femmes. Alors, pour en parler, je suis accompagné aujourd'hui de Laurence Côté, patiente experte. Bonjour Laurence. Bonjour Vin. Et de Christophe Cutarella, médecin, psychiatre, addictologue. Bonjour Christophe. Bonjour Vin, bonjour à tous. On va pouvoir commencer. Alors, la première question, Christophe, c'est pourquoi parler de l'alcool au travail? Et pourquoi pas je pense qu'il est important de parler de l'alcool au sens déjà de la prévention et également au sens de l'entreprise, mais je pense pas que dans l'entreprise. Et on en parlait tout à l'heure un petit peu en off. La drogue et dont fait partie l'alcool est encore très tabou dans le milieu professionnel. Et pourtant, les faits sont là, les chiffres l'attestent. Tu disais 40 000, je crois que c'est un petit peu plus, c'est 49 000 morts par an liés à l'impact que peut avoir l'alcool sur notre organisme. On parle souvent des conséquences physiques, mais il y a également les conséquences psychiques et les troubles du comportement liés à la consommation d'alcool. Et n'oublions pas que l'alcool, à mon sens, on peut même le couper en deux. On parle de l'addiction et beaucoup de personnes ont du mal à se reconnaître dans l'addiction par déni souvent, mais peut-être aussi parce que ils ont une mauvaise définition de ce que c'est l'addiction. Et moi, des fois, dans l'entreprise, je parle de conduite addictive et que on peut ne pas être addict à l'alcool, mais avoir des conduites addictives liées à la consommation de produits, et pas qu'avec l'alcool d'ailleurs, et donc et avoir des conséquences, tout à fait avoir des conséquences. Et je pense que il est très important en titre de la prévention de parler d'addiction, mais également d'aller plus loin que ça et de peut-être d'accompagner au sein de l'entreprise. Et ça, je pense que Laurence nous en parlera également, parce que tout simplement la problématique de la consommation d'alcool, comme dans d'autres produits, elle est présente en France parmi des gens qui sont peut-être des insérés pour certains, d'autres qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, mais une grande partie des actifs, et moi je les vois tous les jours à ma pratique quotidienne, des gens qui travaillent, et donc s'ils ont une problématique d'alcool chez eux et quand ils viennent à la consultation d'addictologie, c'est qu'ils l'ont également au travail. Et d'après mon expérience et puis mes souvenirs, je crois que parler d'alcool, en même temps, il faudrait peut-être parler d'autres produits parce que l'alcool s'accompagne souvent d'autres produits, non? Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si Vin, je peux passer mon Vas-y, PowerPoint et dans la tu as la même main, normalement. dans la même foulée. Effectivement, je pense qu'il faudra parler d'autres consommations de produits. On a prévu de parler aujourd'hui du tabac, qui est extrêmement souvent associé à la consommation d'alcool. Tabac, alcool va très bien ensemble et Laurence nous en dira certainement un mot aussi. Et effectivement, au plus on consomme d'alcool, au plus on va avoir tendance à consommer du tabac. Et je prends exemple souvent aux patients, on leur dit, mais quand vous consommez pas d'alcool le soir, vous vous rendez compte que votre consommation de tabac, finalement, elle est normale. En tout cas, elle n'est pas exagérée. Et quand il y a de l'alcool, il me dit, oh là là, oui, là, le paquet, il passe. Donc, c'est sûr qu'on va parler de tabac, qui est également présent dans l'entreprise. Sa représentation et les comportements ont forcément un peu changé depuis la réelle application de la loi EDA. Et puis, je pense qu'il faut aussi parler de la pharmacodépendance. Alors peut-être qu'on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est les consommations de médicaments qui est de plus en plus visible et qui entraîne de plus en plus de consommation. Il y a les benzodiazépines et puis il y a également les opioïdes. Et je terminerai sur la cocaïne qui est en pleine augmentation depuis quelques années, notamment chez les jeunes. Alors là où on la retrouve le plus, c'est chez les chômeurs, on va le voir, mais également chez les étudiants et chez les jeunes. Et puis je l'ai vu aussi dans ma
pratique clinique que la consommation de cocaïne, elle est présente à tous les étages et c'est pas qu'une c'est pas qu'une image dans les grosses sociétés. Donc voilà, Ovine, tu nous as fait rentrer dans le vif du sujet tout de suite dans cet échange, ce qui est très bien. Et voilà, je laisse aussi un peu la parole à Laurence qui, je pense, meurt d'envie de rebondir sur tout ce que j'ai dit. Alors, je prends la parole. Allez-y, Laurence. Bon, merci Christophe, merci pour cette introduction. Vin, vous avez dit l'alcool tue. Effectivement, l'alcool tue et si je suis présente cet après-midi, c'est justement pour vous dire, moi j'ai cette chance, alors même que j'ai connu cet alcool, que j'en ai abusé et que j'ai très souvent frôlé la mort, eh bien j'ai cette chance d'en être sortie. Alors, pendant cet échange, je vais surtout insister sur mon témoignage, c'est-à-dire comment suis-je tombée dans cet alcoolisme, dans cette maladie, alors même que j'étais, à la fin de ma carrière professionnelle, cadre supérieur dans un grand groupe mondial de BTP. Donc, on assistera que cet alcool existe bien dans l'entreprise, mais il existe aussi bien au 3e étage de la direction générale d'une grande entreprise que dans les cabanes de chantier où c'est moins visible. Alors, il y a l'alcool et on est toujours gêné d'en parler parce que dans certains secteurs professionnels, l'alcool est presque culturel. Moi, je connais encore des endroits où tous les vendredis soirs, on sort les bonnes bouteilles et on fête la fin de la semaine avec toutes les difficultés, le stress, etc. Et parce que l'alcool est une drogue, il faut insister, qui est permise, qui est légale, comme le tabac, alors que toutes les autres sont normalement interdites par le code pénal. Alors, j'ai cette chance de m'en être sortie, alors même que finalement l'alcool m'a projeté par terre et à 48 ans, j'ai une date fatidique et je vais tout de suite la donner, c'est le 23 janvier 2009, c'est-à-dire il y a 10 ans maintenant, eh bien je m'effondre, ivre morte, à une cérémonie des vœux dans le grand groupe de BTP dans lequel j'avais ce beau poste. Et donc en une fraction de seconde, je tombe par terre. De toutes les façons, un jour ou l'autre, le corps vous lâchera. Et ça, à mon avis, Christophe vous donnerait les explications médicales, mais le corps est en overdose de la drogue, en l'occurrence l'alcool, et mon corps m'a lâché au sens propre, je m'effondre, au sens figuré, je vais tout perdre, mon travail, ma dignité de femme, etc. Ce qu'il faudra retenir dans mon témoignage et dans les questions qui me seront posées, c'est comment je me suis reconstruite, et j'ai cette chance, et comment aujourd'hui je peux témoigner pour éviter que d'autres salariés, toutes catégories confondues, ne soient confrontés à ce problème. Parfait, Laurence. On reviendra tout à l'heure. Justement, j'ai des questions sur il paraît qu'il y a un alcoolisme féminin versus alcoolisme masculin. Donc, on reviendra tout à l'heure. Pour commencer, la première question qu'on pourrait vous poser à vous, chers auditeurs, c'est comment vous sentez, vous, aujourd'hui? Donc, vous avez sur le côté droit, vous avez toutes les manettes pour pouvoir voter. Vous avez tout à fait le droit de vous sentir très, très bien ou pas bien du tout. Donc, n'hésitez pas. Après, on en profitera tout à l'heure pour revenir là-dessus. Christophe, comment on pourrait aborder ce sujet-là et quel bilan on pourrait en tirer de cette consommation polyproduit, on va dire ça comme ça, dans l'entreprise? Je pense que des bilans, disons qu'on pourrait dire que s'il y a une consommation au sein et Laurence a un peu introduit déjà la chose, s'il y a une consommation déjà chez quelqu'un, c'est que derrière, il y a forcément un mal-être où il y a, en tout cas, on consomme pas pour rien, où on se lève pas un beau matin en disant je vais être addict. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui consomment d'une façon très légère, boire un verre par mois, un verre à une occasion ou 2 fois par an.
on va pas dire que ces gens ont un problème avec l'alcool ou un trouble de l'usage de l'alcool. Je prends aussi l'exemple des gens qui ont un trouble du comportement ou des compulsions alimentaires. On peut pas interdire les gens de manger puisque de toute façon, on en a besoin. Mais c'est le rapport au produit qui change. Et la personne qui a une compulsion alimentaire ou il vous explique très bien qu'il a besoin et non pas envie, besoin de cette nourriture de façon excessive, quitte à se faire vomir après, des culpabilités, etc. On retrouve vraiment des similitudes. D'ailleurs, c'est le spectre de l'addiction également. Donc, quand on est on se lève pas un bon matin en disant tiens je vais être addict à cela. Et donc il y a des facteurs qui sont prédisposants à devenir addict. Et donc si on devient addict donc par rapport soi-même à des facteurs génétiques, où on n'est pas tous égaux devant l'addiction, comme on n'est pas tous égaux devant d'autres pathologies chroniques, il y a également des éléments environnementaux. Tout n'est pas régi par la génétique non plus. Et effectivement, un mal-être dans l'entreprise, ou en tout cas des souffrances liées à l'environnement, qui soient liées à la hiérarchie, liées aux tâches, plein de choses peuvent précipiter et augmenter tout ça. Il y a son histoire de vie personnelle aussi, parce qu'il y a l'entreprise, mais on a une vie personnelle, un divorce, ça peut être un décès, ça peut être des douleurs aussi chroniques. Il y a des gens qui consomment et ils s'en rendent pas forcément compte tout de suite, ou des fois très très tard. Ils s'en rendent compte des fois de ces douleurs quand ils ont arrêté de consommer. Ils disent ah mais j'avais pas de douleur docteur, mais depuis que j'ai arrêté de fumer de boire pardon, j'ai des douleurs au dos, etc. Je dis attendez, c'est pas parce que c'est pas l'arrêt de l'alcool qui a déclenché des douleurs, c'est des douleurs qui étaient bien présentes et là maintenant vous vous rendez compte de ces douleurs-là, il faut peut-être les traiter. Bon voilà, il y a vraiment une multitude de facteurs, également de personnalité et probablement d'autres choses qu'on connaît peut-être pas encore aujourd'hui, et qui font que ça pourrait expliquer pourquoi il y a des gens qui peuvent tomber dans l'addiction, et je pense que Laurence, à travers son témoignage, va nous montrer, et elle a déjà dit que ça peut toucher finalement plus ou moins tout le monde, et sans forcément qu'on s'y attende. Et le côté insidieux de la chose, notamment dans l'alcool, est assez des fois difficile à gérer pour les personnes, et ce qui fait toute la complexité d'ailleurs de l'addiction à l'alcool. Voilà. Alors, je ne sais pas si Laurence, vous voulez rebondir sur… Si je voudrais confirmer ce que vous dites, quand vous nous enseignez l'addictologie, vous nous dites c'est la rencontre de 3 paramètres. La personne et ses fragilités, et effectivement, on n'est jamais alcoolique ou drogué d'un autre produit par hasard. On a souvent une vie fracturée qui est propre à la personne, et ça a été mon cas. Donc c'est le premier paramètre, la personne. Le deuxième paramètre, c'est le produit, en l'occurrence l'alcool. Et moi, si je reprends mon histoire, l'alcool était présent dès mon plus jeune âge. Je suis rentrée dans une famille où il était bon d'avoir toujours des très bonnes bouteilles à table, du cidre, de la bière, etc. Donc moi, j'ai vraiment plongé dedans très jeune. Et ensuite, l'environnement. Et l'environnement, le troisième paramètre, c'est l'environnement professionnel. C'est le thème de cette petite conférence. Et c'est vrai que dans toute ma carrière professionnelle, qui s'est faite dans le BTP, dans des collectivités territoriales et dans l'immobilier, l'alcool était présent. Il était présent dans des repas d'affaires, il était présent dans des pots pour quelque raison que ce soit, il était dans des séminaires, etc. Donc les 3 paramètres ont continuellement fonctionné entre eux, et c'est comme ça que je suis devenue alcoolique. Maintenant, vous avez raison, tout le monde ne deviendra pas alcoolique. Et non, et oui, vous faites bien de reprendre ce trépied de la rencontre entre le produit et la personne, le produit et l'environnement, et je rajouterai et actionné par des réactions compulsionnelles ou comportementales qui font qu'on va aller chercher ce produit, ce qui permet d'illustrer
cette slide qui dit qu'avant tout, l'addiction, donc là, c'est vraiment l'addictologie, c'est une pathologie du cerveau. Il y a le système de récompense pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà, c'est une maladie chronique au même titre que l'asthme, sauf que ça se passe non pas dans les artères comme l'hypertension, non pas dans les poumons comme l'asthme, et encore que c'est plutôt une maladie auto-immune. Ici, ça se passe dans le cerveau. Le système de la récompense fait qu'au bout d'un certain temps, cette dopamine qui est sécrétée en abondance, qui va entraîner du plaisir par l'alcool, va faire qu'on va avoir des récepteurs un peu plus nombreux, mais un peu moins sensibles, et donc on va augmenter les doses pour avoir les mêmes effets, et ce qui va entraîner l'accoutumance, la tolérance et l'augmentation des doses et l'addiction. Donc c'est une pathologie transversale. Donc l'accompagnement, il est pluridisciplinaire. C'est quand même difficile d'imaginer d'accompagner un sujet addict avec une seule personne. C'est que moi, dans mon service, que je sois dans mon service du XAPA ou dans la clinique de jour à Marseille, on a des psychologues, on a une art thérapeute, on a une sophrologue d'un côté, il y a les secrétaires qui jouent un rôle, il y a les infirmières, et tout ce petit monde, les médecins bien sûr aussi, tout le monde joue son rôle et accompagne les patients, et parce que finalement on a besoin aussi de prévoir l'avenir, comme on disait. Il y a l'addiction, il y a le sevrage, l'arrêt, mais finalement, je pense que Laurence, vous ne me contredirez pas, tout commence quand on a arrêté de consommer pour justement prévoir, se reconstruire, vous l'avez déjà dit, pour la suite et traiter le fond. Et moi, j'ai souvent tendance à dire aux patients, là je vais peut-être un peu plus loin que l'entreprise, mais en fait, je leur dis, mon rôle n'est pas de vous aider à arrêter. Arrêtez, vous l'avez tous fait avant de venir me voir, une fois, 10 fois, vous avez essayé du moins avec tout ce que vous avez pu, et ou d'autres confrères ou consoeurs ou d'autres endroits. Mon travail va consister à vous aider à pas reprendre. Et le plus dur, c'est pas reprendre. Et quand je dis pas reprendre, c'est pas forcément pas toucher ou quoi, c'est pas reprendre dans l'addiction. Et pour pas reprendre, il faut comprendre pourquoi j'ai eu ce rapport privilégié, pourquoi ce canal privilégié avec l'addiction à l'alcool, avec l'alcool. Qu'est-ce que fait l'alcool pour moi? Alors l'alcool est un très bon anxiolytique, hein, ça c'est bien connu. Personnellement, je dis c'est le meilleur anxiolytique qui existe parce qu'il est disponible, il est sociétalement, Laurence vous l'avez dit, admis depuis des générations en France, et pas que, disponible, sans ordonnance, ouvert toute la nuit. Et puis, voilà, on l'a admis, à part, effectivement, au volant, si on a consommé, c'est mal vu. Donc, et cette consommation-là, elle peut après avoir des répercussions sur l'environnement. Il y a une étude qui montre que c'est la drogue qui a le plus de répercussions sur l'environnement devant toutes les autres drogues, toutes confondues, licites ou illicites. Et je vais juste terminer sur ce que l'addiction n'est pas, je donnais un peu grossir un peu le trait, mais pour montrer aussi que voilà, c'est pas la maladie des fous, une maladie des SDF, vous l'avez dit Laurence, à tous les étages dans la direction, je traite des directeurs, dans tous les niveaux. Alors forcément, il y a des milieux comme la restauration, le milieu de l'arrêt spectacle, les saisonniers, où un peu plus de personnes de ce milieu-là, mais ça peut en fait toucher tout le monde et s'arrêter. Laurence, ça, je pense que vous en parlerez tout à l'heure bien mieux que moi. Ce n'est pas qu'une question de volonté et il n'y a pas un traitement rapide et efficace. Et puis voilà, tout rendre en l'ordre. La jambe est cassée, on remet la jambe, on fait l'opération et puis ça y est, la cure est finie. Vous êtes comme avant, vous êtes plus addict et tout est parti. Et c'est pas aussi simple que ça. Si Laurence, vous voulez. Non, c'est peut-être une des maladies chroniques les plus compliquées à soigner. Vous avez raison d'insister que finalement le sevrage, c'est vraiment pas le plus compliqué. Toujours pour l'alcool. Hein. Personnellement, quand on m'a sevré, ça s'est fait en 10 jours. Et c'est vrai que toute l'équipe médicale est là pour vous donner un traitement médicamenteux s'il le faut. Vous êtes entouré. Bon, ça a duré 10 jours. Mais c'est après les 10 jours
qu'est-ce qu'on fait? On retourne chez nous avec nos mauvaises habitudes. L'alcool est toujours là, même s'il n'est pas chez soi, il est au bout de la rue, dans la supérette du coin qui est ouverte toute la nuit, etc. Et c'est cette deuxième étape des soins qui est la plus problématique, qui est peut-être aussi la plus douloureuse. Parce que si on l'enclenche, et j'encourage les gens à le faire, c'est donc un véritable travail d'introspection que l'on fait chez soi, et ça fait remonter les raisons qui sont parfois des traumatismes profonds, qui ont fait qu'un jour, vous avez utilisé l'alcool comme un anxiolytique et finalement comme une drogue. Ce travail, je l'ai fait, personnellement, il a duré 18 mois. Je l'ai fait accompagné d'un psychiatre addictologue. C'était 2 séances par semaine, heureusement remboursées par la sécurité sociale. Ça, je le dis aussi parce que souvent, les personnes ont perdu leur travail et sont parfois dans des situations financières compliquées. Mais c'est très bien pris en charge par la sécurité sociale. Et lorsqu'on arrive au bout de ce travail, il y a la reconstruction qui commence à se faire tout doucement, et j'ai cette chance d'avoir donc connu cette 3e étape. C'est donc compliqué, c'est très long, mais c'est normal, on a mis des années à se détruire avec l'alcool, on va mettre des années à se reconstruire sans alcool. Une question, Laurence et Christophe, est-il vrai qu'il y a un alcoolisme féminin qui est lié à une consommation multifactorielle, certes, comme pour les hommes, mais c'est plus lié à un effet mode, à un effet d'alcoolisme mondain ou pas? En fait, je vais répondre avant Christophe, et Christophe, si vous voulez, vous allez compléter. L'alcoolisme féminin existe bel et bien aujourd'hui. Sauf que les femmes de ma génération, c'est-à-dire 50, 60 ans, bon, on est tombé dedans souvent parce que d'abord, on n'a pas été prévenu. Moi, personne m'a prévenu dans mon éducation familiale ou amicale, etc., ou même à l'école, personne m'a prévenu que l'alcool pouvait être dangereux. Bon. Et après, je suis tombée dans la maladie, mais à cause d'une vie personnelle douloureuse. Bon. Et ça s'est fait dans le temps. Je ne suis pas devenue alcoolique en une année, je suis devenue alcoolique en une dizaine d'années. Les jeunes femmes d'aujourd'hui, par contre, c'est-à-dire la génération de 20-25 ans, et Christophe, j'espère que vous me confirmez ça, mais les jeunes femmes qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne, en fait, elles le font par jeu, c'est-à-dire elles veulent faire comme les mecs en disant, pour leur montrer, moi aussi, je suis capable de boire autant que vous et de tenir le challenge, parce qu'il y a ce fameux jeu du binge drinking, hein, c'est-à-dire cette défonce express dans un court laps de temps et on essaie de s'effondrer le moins rapidement possible. Donc, cette mode de consommation d'alcool pour cette nouvelle génération est différente de la mienne. C'est un jeu et c'est aussi pour montrer aux hommes qu'ils sont presque dans la parité. Et ça c'est alarmant. Christophe ? Oui, alors oui, je vous écoutais. Alors, l'alcoolisme féminin, il existe. Oui, il existe en fait. Il existe dans les deux genres en fait. L'alcoolisme. Alors peut-être qu'il était, il est plus présent aujourd'hui parce que il y a des j'allais dire peut-être un siècle ou moins d'un siècle. Enfin, les femmes n'avaient pas. Il y a eu, pardonnez-moi, j'ai plus la date, le droit de vote. Les femmes n'avaient pas le droit de voter. Il y a pas si longtemps que ça. Enfin, ça fait un peu longtemps maintenant, mais c'était en quelle année, je sais plus, mais c'était, je me rappelle plus, mais et donc forcément, la place de la femme n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, et donc voilà. N'oublions pas que dans les, il y a des beaux posters là, j'ai un PowerPoint où il y est dessus, où il y avait la publicité du tabac qui ciblait les femmes. En leur disant prenez une cigarette plutôt qu'un bonbon, vous éviterez d'être grosse, moche et laide. Et donc du coup, il y a eu quand même une cible marketing vers les femmes dans les dernières années pour le tabac et puis pour l'alcool et pour autres. Donc effectivement,
y a eu un développement peut-être un peu à retardement. Après, c'est vrai que il y a ce côté très masculin de celui qui va consommer le plus et celui qui est le plus costaud, qui va tolérer le plus, etc. Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est beaucoup la génétique qui gère tout ça et on peut être très grand, très costaud et on va peut-être pouvoir avoir une alcoolémie qui va monter peut-être un petit peu plus lentement, mais en fait, il peut y avoir d'autres personnes génétiquement beaucoup mieux programmées qui vont tolérer l'alcool très bien et qui vont pas être forcément des grands gaillards. Donc bon, voilà. Et par contre, là, je vous rejoins, c'est sûr que les jeunes femmes, après ça commence à se tarir quand même avec la trentaine, mais avant, oui, de calquer un peu le comportement sur les hommes, voilà, entre collègues, on va boire et jusqu'à forcément des fois des conséquences un peu dramatiques. Hein. L'alcoolisme aigu peut être des fois plus dramatique que l'alcoolisme chronique, suivant comment c'est fait. Après, moi, je voulais parler aussi de ce qu'on appelle l'alcoolorexie. C'est un milieu, puisqu'on parle dans le milieu professionnel, c'est le milieu de la mode, le milieu d'alcoolisme mondain, certes, mais pas que, où on va consommer de l'alcool de façon un petit peu rapide, avec des bulles, parce que ça va monter un peu plus vite. Par exemple le champagne, le ventre vide et ça va monter plus vite et puis du coup on mangera pas et ce qui va très bien dans le milieu du mannequinat, de la mode, etc. Quand on est dans le milieu de la mode, souvent il y a la cocaïne qui est associée parce que la cocaïne fait amoindrir les effets sédatifs de l'alcool, comme si on tolérait beaucoup mieux l'alcool, sauf que l'alcoolémie monte, hein, bien sûr, elle va pas l'éliminer, mais par contre il peut y avoir des conséquences dramatiques, voire des comas éthyliques, surtout si on n'a pas mangé en jeûne depuis un petit moment, qu'on s'alimente pas plus que ça, qu'on a pris de l'alcool de quantité importante et qu'en plus on prend de la cocaïne derrière. Donc oui, il y a un alcoolisme féminin d'une certaine manière. Et puis, je voulais finir sur aussi le caractère un peu rapide, un peu exagéré qu'on a vécu ces dernières années et qui en fait a été un peu freiné là ces derniers temps par une cause externe qui est le virus et en fait ces jeunes mères qui comme que je vois hein, qui peuvent consommer de l'alcool de façon anxio-sédatif le soir ou pour se donner un peu de courage pour affronter la deuxième journée qui commence après le travail où il faut s'occuper des enfants, où il faut préparer à manger, où on va, voilà, s'il y a encore pas mal de choses à faire. Et certains patients ou patientes, mais aussi des hommes me le disent, ont besoin de l'alcool comme sas de décompression entre le milieu professionnel et le milieu personnel. Comme si voilà, il fallait un peu pour couper. Alors certains ont d'autres exutoires, hein, bien sûr, et c'est même conseillé aller faire du sport avant de rentrer ou de prendre un peu de temps. Et puis il y en a beaucoup d'autres qui soit s'arrêtent au bar, soit ils consomment de l'alcool et de façon cachée pour justement les connotations que l'on connaît et d'avoir cet effet anxio-sédatif lié à l'alcool. Voilà moi. La contribution sur l'alcoolisme féminin. Ok. Christophe, où en est-on justement sur la consommation des substances psychoactives en milieu professionnel? Pardon, j'avais coupé mon métro. Alors, justement, pour te répondre, Vin, j'avais fait un petit état des lieux sur les consommations en milieu professionnel. Déjà, pour faire, c'est une étude qui date de 2014, il n'y a pas de chiffres plus récents, mais peut-être qu'il y en aura dans les années à venir. C'est l'INPES qui a fait ça. Donc, on se rend compte que, alors, quand on regarde la consommation de tabac entre les actifs et les demandeurs d'emploi, on se rend compte que finalement, dans toutes les types de consommation, notamment et même dans les ivresses répétées, API, c'est les consommations ponctuelles importantes dans le mois. Et là, on se rend compte qu'en fait, entre actifs et demandeurs d'emploi, on est à peu près sur la même chose. Par contre, dans les autres domaines, largement les demandeurs d'emploi sont d'une façon bien supérieure. Alors là, j'ai un tableau qui est plutôt en rapport avec, et ça pourra permettre à toutes les personnes qui sont là de voir en fonction des secteurs d'activité, et on se rend compte que, alors
pardon, on se rend compte que finalement, il y a des consommations qui sont un peu plus importantes dans différents secteurs d'activité, comme je le disais tout à l'heure, hébergement et la restauration, art et spectacle, qui sont plus importants au niveau de la cocaïne. Bon, ça, enfin, on le sait. La consommation d'alcool également dans la restauration. Et puis là, Laurence, vous qui avez eu cette expérience de cadre dans le BTP, voilà, dans la construction, on est quand même pas mal placé au niveau des consommations importantes, d'ivresse, consommation de tabac. Je voudrais mettre un petit point aussi, la consommation de tabac chez les salariés qui travaillent en posté sur des horaires de nuit. En fait, il y a une consommation qui est supérieure à la population générale. Et là, pour corroborer, il y a 2 slides en fait avec la population masculine en milieu professionnel et féminine, puisque on parlait, donc là ce sera féminine, on y revient tout à l'heure, on parlait d'alcoolisme féminin ou pas. Et donc, on va voir qu'il n'y a pas forcément les mêmes chiffres de consommation en fonction des catégories sociales, mais également en fonction du genre. Et donc, on voit que les agriculteurs sont, donc les petits cercles verts montrent là où il y en a le moins, et les agriculteurs sont peu consommateurs de tabac. Par contre, on voit que chez les artisans, les commerçants et les ouvriers, il y a une grosse consommation de tabac. Alors, je ne sais pas si on peut lancer une petite question, si nos participants savent quelle est la prévalence du tabac en France dans la population générale. La prévalence, c'est le nombre de personnes qui fument le nombre de personnes qui fument, voilà, le pourcentage de personnes qui fument en France. On y reviendra si les personnes, on voit des personnes qui répondent. Et donc je passe à l'alcool et on se rend compte que finalement les consommations d'alcool, elles sont dans le localisme quotidien le plus important chez les ouvriers, chez les agriculteurs, pardon. Mais par contre, quand on regarde les ivresses, donc les conduites plutôt en binge, c'est plus du tout les agriculteurs, mais plutôt soit des artisans, soit des ouvriers. Après les consommations de médicaments psychotropes, on a les employés qui sont assez consommateurs, mais là où on retrouve d'autres professions qu'on ne retrouvait pas forcément jusqu'à présent, les cadres qui étaient moins fumeurs, parmi les moins fumeurs, sont parmi les plus consommateurs de psychotropes ou les professions intermédiaires qui sont aussi les plus consommateurs de psychotropes. Donc voilà. Ensuite, quand on regarde les employés, on voit qu'ils sont largement plus consommateurs de cannabis et de cocaïne dans l'année. Christophe, alors, Valérie dans la salle nous dit pour le tabac, la prévalence du tabac, c'est autour de 30%. Alors c'est un peu moins que ça. L'impact du mois sans tabac, je vais y arriver, depuis quelques années et son efficacité a fait baisser à 26%. Là, on est un peu plus de 25%, un peu moins de 26%. La hausse du prix du paquet aussi va continuer. Alors on était à 30% il y a encore quelques années, mais on a diminué et j'espère qu'on va continuer à diminuer. Alors il y a certaines régions, dont la mienne, PACA, qui est mauvais élève, on est au-delà de 30%, on est à 31-32%, de rien Valérie pour l'actualisation. Et là, sur la population féminine, donc c'est intéressant et ça va un petit peu illustrer le propos qu'on vient de tenir. On se rend compte que on a notre façon de voir les choses et que les agricultrices, pardon, sont un peu moins consommateurs d'à peu près tout, sauf, alors là, surprise, je ne saurais pas trop l'expliquer, de la cocaïne, beaucoup plus que toutes les autres professions. Et puis, on voit les artisans, les commerçantes, les chefs d'entreprise, plus de consommation de tabac, alors que les cadres sont moins consommatrices de tabac. Par contre, les cadres, femmes, ont beaucoup plus, sont celles qui ont le plus d'ivresse répétée et de consommation ponctuelle parmi les autres. Également, on voit une consommation de cannabis la plus élevée parmi les autres professions, et puis la consommation de cocaïne qui est numéro 2, donc derrière les agricultrices,
ce serait bien de voir si ces chiffres se vérifient sur les autres années. Voilà le petit focus que je voulais faire sur un peu l'état des lieux des consommations en milieu professionnel. J'imagine que Laurence veut peut-être apporter une illustration à tout ça. Votre micro, Laurence. Excusez-moi. Je connaissais effectivement ce résultat, notamment pour l'alcool, pour les femmes. Plus elles sont élevées hiérarchiquement et plus elles sont cultivées, plus elles ont fait des études, plus elles ont des postes importants, plus elles vont ou elles ont le risque de consommer de l'alcool. Et ça, c'est tout à fait ça mon parcours. Plus j'ai commencé à monter en puissance dans ma carrière professionnelle, j'ai démarré comme juriste, après je suis passée chef du service juridique, après directeur juridique, après secrétaire général. Et en fait, mon alcoolisme est monté crescendo avec mes responsabilités professionnelles. Alors, c'est dû au stress, c'est dû à la difficulté pour la femme de s'intégrer dans un monde où les hommes sont très présents. Et c'est pas contre vous, messieurs, parce que je vous apprécie énormément, mais je puis vous dire qu'il était très courant dans mes activités professionnelles d'être dans des réunions très importantes. Il y avait 20 hommes et une femme. Et donc, c'est la difficulté que l'on a de trouver sa place, de pouvoir s'exprimer sans être constamment coupé. Moi, personnellement, comme j'étais la seule femme, on me faisait rédiger le procès-verbal de la réunion, etc. Et tout ce stress, toute cette difficulté de prendre ma place parmi ces hommes ont fait que j'utilisais l'alcool qui était présent pour me donner une certaine confiance, etc. Donc, c'est pas du tout étonnant. Et en accompagnant maintenant, puisque je suis patient expert, en accompagnant des femmes en soins par rapport à l'alcool, je vous confirme que vous avez des notaires, vous avez des avocats, vous avez des cadres supérieurs, vous avez… Voilà, donc malheureusement, ces chiffres, je les confirme. Une question de Val, Laurence et Christophe. Valérie nous fait le témoignage comme quoi il y aurait une consommation accrue parmi la population de personnes handicapées. Est-ce qu'on a constaté ce genre de choses ou pas? Alors pour ma part, j'ai en XAPA et pas que, effectivement, j'accompagne des patients qui travaillent en ESAT avec une consommation d'alcool problématique, et pas que les patients, mais également les éducateurs qui ont une consommation dans ces milieux-là. Oui, c'est le cas. Alors, je ne sais pas si c'est une majorité, mais en tout cas, oui, moi, j'en vois dans ma patientèle, effectivement, quelques-uns. Des consommations comme ça. Et pour revenir à ce que disait Laurence, et effectivement, c'est tout à fait parlant ce que vous avez dit. On avait les images dans la tête des grosses réunions et se sentir un petit peu seul avec un E dans ces réunions-là. Et je pensais au milieu de la politique où c'est très masculin également. Et le fait d'avoir initié et obligé une parité au sein de réunions politiques parce que c'est un milieu très masculin à l'origine, ça a permis, je pense, de démocratiser les choses, et je pense dans tous les sens du terme, pour que déjà des femmes puissent intégrer et se faire entendre dans ce magma qui était présent, et laisser aussi peut-être des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles façons de penser, et au sein même d'un même courant politique. Et je pense que ça permet en tout cas ça a permis, j'espère que ça va continuer à faire permettre d'avancer les choses. Et la femme politique qui me vient à l'esprit, bien sûr, en premier, c'est Simone Veil, qui a fait
passer malgré tout beaucoup de choses, mais je pense que bon voilà, c'est quand même un cas à part et on n'en a pas tous les jours des personnes comme ça. Mais c'est vrai que voilà, il faut permettre de gagner sa place autrement que qu'en écrasant les gens. Donc c'est très bien. Et Christophe, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je voudrais revenir aussi sur un aspect de l'alcoolisme féminin qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est l'image qu'une femme renvoie lorsqu'elle a un problème avec l'alcool. Ça n'est pas du tout la même image qu'un homme qui boit. La femme qui a un problème d'alcool, et notamment dans un contexte professionnel, ça a été mon cas. On avait repéré que Madame Côté avait un problème avec l'alcool. Par contre, personne est venu m'en parler, mais en attendant, on me stigmatisait. Alors que l'homme, à la limite, c'est presque normal. On dira, il a une bonne descente, il nous a bien fait rigoler, et puis le lendemain, on est tout oublié. Donc c'est cet alcoolisme féminin et l'image qu'on renvoie qui est aussi très, très compliqué à casser, changer le regard de la société sur cette image, et qui nous bloque, nous, les femmes, qui plus est lorsqu'elles sont dans une hiérarchie élevée, donc qui nous bloque à aller nous faire soigner. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, d'où l'importance de cet échange, de dire avant tout, ça peut arriver à n'importe qui, y compris vous les femmes, et si vous avez un problème, rappelez-vous que c'est une maladie, que ça se soigne et qu'on s'en sort. Tout à fait, et je pense que de toute façon, dans ce que vous avez dit, qu'on stigmatise la femme ou qu'on dise bon ben voilà, il a la bonne descente, finalement, en ayant cette attitude-là envers l'homme ou la femme qui consomme, on n'aide aucun des deux. On n'aide ni l'un ni l'autre, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire et sur les consommations des hommes et sur les consommations des femmes et sur les représentations aussi qu'on a du produit ou de l'addiction. Et c'est pour ça qu'en début, je voulais un peu marquer les esprits en disant c'est pas une maladie de SDF, c'est pas une maladie de fou. Alors bien sûr qu'il y a des gens SDF qui ont peut-être, et oui certainement, on le sait, une proportion qui est une prévalence supérieure dans les gens qui sont dans la rue par rapport à l'alcool, mais c'est pas que ça, et c'est pas que les fous, puisque les fous, j'ai fait exprès, le psychiatre qui emploie ce terme-là, c'est justement un peu pour faire rebondir. Voilà, il n'y a pas de fou ou un fou, des pathologies, et vraiment pour dire, parce que j'ai encore hier la famille qui amène de force un parent et qui dit voilà, il veut pas se faire prendre en charge, etc. Ouais, mais en même temps, c'est glauque ici, et c'est que des tox. Ben oui, mais celui que vous me menez, vous voulez qu'il s'en sorte ou pas? Et finalement, vous me dites c'est un truc de tox, et lui, il est quoi? Donc, il y a vraiment cette connotation négative autour de la consommation et de la pathologie, qu'elle soit addictive ou mentale, ou enfin en tout cas tout ce qui touche à la psychiatrie. Et c'est là où finalement, moi je me disais, ben voilà, j'ai interne de psychiatrie, j'ai commencé par la psychiatrie et la dictologie quasiment en même temps, mais finalement, je me suis dit, je répondais souvent, mais en fait, moi, j'ai l'habitude d'être dans les a priori, parce que oui, tu t'occupes des fous, maintenant tu t'occupes des alcoolos. J'espère que ça changera, bien sûr, et c'est en train de changer. Mais la route est encore longue, vous avez raison, et encore plus dans l'entreprise. C'est en train de beaucoup bouger ces dernières années. Je pense qu'on commence à comprendre que l'on parle de maladie. Moi, je sais que le déclic qui a fait que je me suis enfin soignée, juste après cette chute qui m'a été fatale, donc le 23 janvier 2009, le déclic est venu lorsqu'un médecin, donc 3 jours plus tard, m'a dit « Madame, ça n'est pas de votre faute, vous êtes tout simplement malade, votre cas n'est pas désespéré, je peux vous aider. » Je n'avais encore jamais entendu le mot malade, maladie. Et c'est vraiment ce mot qui m'a placé sur un plan médical et qui m'a sorti du plan de la morale. Et c'est à partir de là que je n'ai plus eu honte de ma maladie et que je me suis soignée. Que c'est vraiment la honte qui est le frein pour nous, et notamment pour les femmes, à en parler et à enclencher le parcours de soins.
Donc, il faut continuer à témoigner à visage découvert et à vous, les soignants, de nous accompagner, de nous déculpabiliser pour nous permettre de nous en sortir. Christophe, on a bien vu sur tes slides, effectivement, il y a une j'allais dire une polyconsommation, mais c'est surtout une coactivité dans la gestion de ces produits-là. Est-ce qu'on a une idée sur le côté jumelage de alcool-tabac, alcool, cocaïne, des trucs comme ça ou pas? Alors, je sais pas si ta question, c'est par rapport au milieu professionnel, classe par classe professionnelle. La réponse est en tout cas pas à ma connaissance. Par contre, moi, ce que je peux répondre déjà, c'est que si la prévalence du tabagisme est à 26% dans la population générale, il est à 80-85% dans la population qui a un problème d'alcool. Et le tabagisme est à 40-45% de prévalence chez les personnes qui ont un trouble bipolaire, entre 60 et 80% suivant les études pour la schizophrénie. Les troubles anxieux, on est pas loin des 40% aussi. Et pour ceux qui ont eu des problématiques en lien avec les opioïdes, par exemple, qui sont sous buprenorphine, Subutex ou méthadone, on est de l'ordre de 95 voire 99% de prévalence du tabagisme chez ces personnes-là. Et bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les traitements de substitution opioïdes comme la méthadone ou la buprenorphine ne sont pas, alors à part la méthadone qui peut avoir quelques overdoses effectivement, mais ne tue pas, en tout cas largement moins que le tabagisme. Et c'est souvent plus le tabagisme qu'il faut convaincre de diminuer ou combattre que ces traitements-là qui ont sauvé la vie de certains et certaines. Ok. On continue? Oui. Alors, moi, je voulais faire un petit focus sur le tabac parce que, bon, je suis psychiatre addictologue, mais je suis aussi tabacologue et c'est un fer de lance, le tabac, et qui, à mon sens, peut être une bonne façon d'entrer, de faire entrer de la prévention addictologique, des fois en passant par la tabacologie, dans le milieu d'entreprise. Alors, pourquoi parler de tabac en milieu professionnel? Tout d'abord parce que, dans la majorité des endroits, il y a un temps de pause qui est pris par la consommation du tabac. On est obligé de descendre, on est obligé d'arrêter sa tâche et de remonter, de papoter un peu et puis de revenir. Donc un temps qui est perdu à ça, à l'addiction, et pas pour se reposer, mais pour aller apporter l'addiction qui nous tient un peu comme esclaves. Ensuite, il y a une vulnérabilité supérieure aux pathologies. Je vais choquer personne en disant que le tabac, ça augmente le risque cardiovasculaire, que ça augmente le risque de cancer, quel qu'il soit, de bronchite chronique. Et puis, il y a la responsabilité plutôt éthique du manager. Alors effectivement, vous allez me dire, oui, mais le tabac, ça altère pas l'état de conscience. Quelqu'un qui va fumer une clope, même s'il en fume 3 d'affilée, c'est pas pour autant qu'il va faire une faute dans ses tâches. Oui, sauf que n'oublions pas d'une part, pour tout ce que je viens de dire, donc la vulnérabilité, etc., donc c'est la partie éthique, mais n'oublions pas que le manque de nicotine, et donc jusqu'à la prochaine cigarette, ça peut entraîner de l'irritabilité, ça peut entraîner des troubles de la concentration, et donc avoir à minima des petites difficultés. Et puis, il y a 20%, un accident sur 5 au niveau du travail qui peut être lié aux conduites addictives. Alors, pas forcément le tabac, d'accord, mais comme je le disais, il y a souvent une association avec d'autres produits, et quand quelqu'un fume, il faut aussi voir qu'il se pose la question sur ses consommations d'alcool, par exemple, mais des fois autres. Il y a le cannabis également, pourquoi pas. Et ça peut être aussi la façon d'entrer sur d'autres addictions. Donc, alors normalement, ma slide, elle est en animée. Alors, pourquoi parler du tabac
en milieu professionnel, 5 minutes, on pourrait dire que pour descendre fumer sa cigarette, 5 minutes pour la fumer, 5 minutes pour retourner à son poste, et puis imaginons qu'on rencontre quelqu'un, alors là c'est le sudiste qui parle, où la personne elle va rencontrer sur le retour ou sur l'aller, elle va expliquer ce qu'elle a fait le week-end dernier. Gardons que 5 minutes sur les 15, et en fait, on se rend compte que si on fume 10 cigarettes sur son lieu de travail, eh ben, ça fait 1h30 qui est passée à aller fumer la cigarette, à la fumer. Ça veut faire 7h30 par semaine et passer 30 heures par mois pour une dizaine de cigarettes au milieu professionnel. Alors le but n'est pas de générer chez les managers l'envie de boycotter les fumeurs et de leur faire des retenues sur salaire, mais par contre de se dire que de toute façon ça paraît infaisable et heureusement, mais par contre de se dire que si on accompagne les personnes fumeuses de son entreprise, ben, d'une part on va améliorer les risques pathologiques, on va aussi améliorer la productivité, on va augmenter et de façon nette d'impôt et rapide le pouvoir d'achat, parce que je vous rappelle qu'on est sur 10 euros, un peu plus de 10 euros le paquet, donc la cartouche on est à plus de 100 euros donc on peut être à plus de 300 euros par mois, et donc la prime de Noël, elle est déjà là et elle est là tous les mois. Donc ça, c'est un point qui est vraiment intéressant de noter et qui peut donner envie aux managers, aux entreprises, aux QSE, etc., de faire des choses intéressantes. Et ça, c'est sans compter que une personne qui est fumeuse a une vulnérabilité supérieure aux pathologies bronchiques ou autres, et que la récupération sera plus longue. Un arrêt de travail sera plus long chez une personne fumeuse, un temps d'hospitalisation post-chirurgicale sera plus important chez une personne fumeuse qu'une non-fumeuse. Donc, il y a aussi ce temps à prendre en compte et qui peut motiver certaines personnes à mettre des actions dans leur entreprise par déjà un début par des moyens de communication très simples, surveillance des consommations. Il y a les tabac, le tabac info service. Oui, non, c'était l'INPES, je crois, qui avait fait des beaux cahiers livrés que les médecins du travail peuvent commander. C'est gratuit, ils vous les envoient par 50 ou par 100. Et il y a des carnets de suivi qui peuvent être mis en place et en tout cas accrochés par la RPIB ou l'entretien motivationnel des salariés. Et puis une implication de masse et l'esprit d'équipe. Le but, c'est que l'entreprise soit partie prenante. Laurence, elle le disait tout à l'heure, le but, c'est pas de pointer du doigt le fumeur, de pointer du doigt celui qui consomme de l'alcool, mais au contraire, l'aider à avancer, et c'est cet esprit d'équipe-là. Si la direction n'est pas partie prenante, si le médecin du travail, on le laisse tout seul dans son coin végéter en lui disant bon, sois gentil et il nous embête pas trop, mais qu'on implique tout le monde, on met les délégués du personnel, on met les RH, on met les managers, on met les délégués du personnel, le médecin du travail, l'infirmière du travail, la psychologue du travail, avec des représentants du personnel, ben là, et les syndicats, il faut que à ce niveau-là, il y ait une unité, et là, on va avancer une esprit d'équipe qui va être efficiente et qui va faire augmenter même la productivité, c'est clair et net. Donc l'initiative qui a été mise en place au niveau national a fait avancer des choses. On a fait au niveau national reculer la prévalence du tabagisme. On a fait reculer le nombre de jeunes fumeurs. On a utilisé le plain packet, le paquet neutre qui a été mis en évidence son efficacité en Australie. L'Australie, il y avait une énorme consommation de tabac chez les jeunes en France. Chez les jeunes, la politique de prévention en Australie a fait diminuer en dessous de 2% la prévalence chez les jeunes du tabagisme. Donc il y a des choses qui marchent, il y a des entreprises pionnières qui l'ont mis en place, il y a des établissements de santé qui se sont mis à impliquer ça, et j'en veux pour preuve dans le service où j'ai commencé, dont j'ai pris la responsabilité qui venait de se créer, où il y avait des infirmières, il y avait la direction, il y avait les infirmières cadres, des psychologues qui consommaient du tabac. Et finalement, en mettant en place des choses, mais finalement, il y a eu une dynamique avec des ateliers pour les patients, mais également pour les soignants. Et aujourd'hui, il y a 50 ou 80% des personnes qui fument en moins et qui viennent me le dire.
comme un trophée, regarde, je suis à la cigarette électronique, regarde, j'ai le spray, regarde, je fume plus, et regarde, je suis content. Donc tout ça, c'est des choses qui fonctionnent, c'est pas sorti du chapeau. Maintenant, il faut les mettre en application pour que ça marche, évidemment. Christophe, une question. Apparemment, les fumeurs de tabac étaient protégés vis-à-vis du virus SARS-CoV-2. C'est vrai ça? Alors, il y a eu des études qui ont montré en effet que la nicotine aurait pu protéger. Alors bon, voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment à voir? Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que le tabac va avoir un effet négatif sur nos artères et sur nos poumons, et également sur l'environnement qui est autour. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans la rue qui, sous prétexte qu'ils fument, ne portent pas le masque. Sauf que je vous rappelle qu'en exsufflant la cigarette, il y a plein de petites choses qui sortent, et notamment le virus. Donc, le fait d'avoir une cigarette et de consommer sa cigarette combustible n'est pas une bonne raison pour ne pas porter le masque. Alors, j'ai une question, Vin, j'y réponds. Est-ce que le cigario est plus dangereux que la cigarette? La réponse est oui. Un cigario équivaut à peu près à 2-3 cigarettes. Donc, les gens qui fument une quinzaine de cigarios, c'est pas moins qu'un paquet par jour, bien plus que ça. Et ça, on peut le retrouver sur le CO-test. Si vous faites le CO-test aux personnes qui fument des cigarios, vous verrez que il sera bien plus élevé que proportionnellement par rapport à des gens qui fument des cigarettes. Ok. Voilà. On continue? Bien sûr. Alors, où en est-on avec l'alcool? Alors, un petit focus sur l'alcool. Alors l'alcool, on en a déjà parlé, mais je suis dans le regret d'annoncer que j'avais présenté cette slide au Congrès européen l'année dernière de santé publique qui avait lieu à Marseille, qui regroupait des milliers de personnes de l'Europe entière. Et autant sur le mois sans alcool, mais bon là Laurence va sauter sur l'occasion et je pense va nous parler des choses dont elle soutient depuis longtemps l'action et la pérennité. Le mois sans tabac a bien fonctionné. Il y a plein de choses qui sont mises autour de tout ça, des budgets, de la communication et des arrêts du tabac et le recul de la prévalence, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, le mois sans alcool n'aura pas lieu. Est-ce que les lobbying de l'alcool ont eu le dessus? En tout cas, à cette époque-là, le Dry January avait été annulé par le gouvernement. Et alors, petit lot de consolation, je m'étais rendu compte que les autres personnes qui ont fait de brillantes interventions juste avant moi, qui venaient de Finlande, qui venaient d'Estonie, montraient à peu près les mêmes choses, et les échecs du gouvernement ou les absurdités dans les décisions politiques à ce sujet montrer que on pédalait un peu dans la choucroute à ce niveau-là, malheureusement. Mais ça, peut-être que Laurence veut dire un petit mot là-dessus, je pense. Oui, je pense que le gouvernement a beaucoup de mal à mettre en place une initiative grand public de prévention contre l'alcoolisme. C'est pas contre l'alcool, hein, j'insiste, mais contre cette maladie qui est pas suffisamment connue et qui pourtant, je l'ai démontré, peut un jour ou l'autre s'installer chez n'importe qui. Alors, écoutez, vous avez fait allusion à une initiative dont je suis d'ailleurs à l'origine, on va un petit peu anticiper, mais quand j'ai vu effectivement que ce mois sans alcool allait pas se mettre en place, pour des raisons d'ailleurs que je ne connais pas, eh bien, nous, l'année précédente, c'est-à-dire début 2019, quand je dis nous, c'était quelques citoyens, quelques usagers, on a mis sur Facebook une opération que l'on a appelée le janvier sobre. Alors, on réserve le sujet pour la fin de la conférence, je crois, Vin. Mais donc, on n'attend plus l'État. C'est ça que je veux dire. L'État n'arrive pas à se dépatouiller pour mettre en place quelque chose d'efficace. Eh bien, c'est peut-être à nous, les addictologues, les usagers, les anciens malades, à prendre l'initiative. Et on l'a fait avec le janvier sobre.
Et c'est tout à votre honneur, Laurence, d'avoir mis ça en place et de devancer, puisque autant il y a eu des personnes qui ont pris les devants et qui ont fait bouger les lignes avec dont Bernard Kouchner et des Jean-Pierre Delouet, Loewenstein avaient fait avancer les choses pour le VIH et les traitements de substitution il y a quelques dizaines d'années. Je pense qu'il faut faire également les mêmes choses pour l'alcool, même si je suis pas pour le grand militantisme, etc. Mais je pense que des fois, pour faire avancer les choses, il faut un bon coup de pied pour au moins initier les choses. Et puis après, ça roule. Mais c'est vrai que y a eu du temps. Alors c'est vrai, vous faites bien de nuancer entre il y a alcool et alcoolisme, et je pense que c'est là où les politiques ont peur de mal se positionner en stigmatisant l'alcool parce que effectivement production française, terroir de France, etc. Et l'alcoolisme qui est une pathologie en lien avec la consommation excessive d'alcool, ou en tout cas un mésusage de la consommation. Enfin, on y met tous les artifices qu'on veut, quoi qu'il en soit, c'est l'addiction, c'est une pathologie du cerveau, et que l'expérimentation du produit ne conduit pas toujours à son usage régulier, mais en tout cas, avant d'avoir un usage régulier, on est passé par une expérimentation, ça c'est sûr. Donc je pense qu'il faut savoir, et il faut bien le dire, et vous l'avez dit au tout début sur la famille, l'alcool, faire tremper les lèvres à un enfant pour qu'il connaisse l'alcool. Oui, est-ce qu'il connaît toutes les saveurs des fruits, des légumes, etc. Et ça, Vin, il nous fait une petite surprise à la fin. Je pense que c'est des premières choses qui est déjà qu'un enfant doit connaître avant de tremper à 1 an ou à 2 ans les lèvres dans du champagne ou dans du vin. Je vois pas trop l'intérêt. Donc il y a eu des maladresses politiques et il y en aura encore. Le vin n'est pas un alcool comme les autres. En soi, l'alcool n'est pas un alcool comme les autres. Le vin, c'est du vin, le whisky, c'est du whisky, le champagne, c'est du champagne. Jusque-là, on est tous d'accord. Après, qu'il peut y avoir des problèmes d'alcool avec le vin, il y en a avec la tequila, avec la vodka, avec tous les autres. Donc, encore une fois, on se trompe de débat. C'est le rapport qu'on entretient avec le produit. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est un peu complexe quand même. Nous, on est convaincu de la chose et on connaît très bien la chose. Laurence vous a expliqué par son parcours, mais elle connaît très bien les choses. Après, c'est avec la population générale et puis les enjeux financiers qui sont derrière à faire passer le bon message. Ça risque d'être long. Il faudra peut-être simplifier au risque de perdre des éléments parce que quand on simplifie trop, on prend des raccourcis. Mais le message doit être simple et efficace. Et malheureusement, je crois que ce sera pas encore pour cette année, c'est sûr. J'espère pour 2021 faire avancer un peu plus les choses. On peut profiter, Laurence et Christophe, pour poser la question justement à nos auditeurs, hein, et même à nous d'ailleurs. La question simple, où est-ce que vous en êtes avec ce produit-là, ce super produit de terroir? Alors, est-ce que, par une question simple, hein, vous avez le droit de voter sur votre droite? Est-ce que votre entourage vous a déjà fait la remarque sur votre consommation d'alcool? Donc la question est posée. Oui. D'accord. C'est possible pour moi de revenir sur l'alcool au travail. Bien sûr. Et sur ce que j'ai connu dans 3 situations différentes. En entreprise, hein, on revient sur le sujet, donc l'alcool dans le monde du travail. Moi, j'ai connu 3 situations où j'étais alcoolique. Donc, j'avais le problème, j'étais dans cette dépendance, j'avais perdu ma liberté par rapport à l'alcool. C'est la définition. J'ai connu, parce que j'étais directeur juridique au Conseil général des Bouches-du-Rhône. C'est un petit clin d'œil à Christophe. Donc, je connais bien votre région. Et là, j'avais été repérée comme ayant un problème avec l'alcool et on m'avait par contre placardisé. C'est-à-dire, on ferme les yeux, on vous met dans un bureau et faites un peu ce que vous voulez, on ne veut pas savoir. Ça, c'est une première attitude. La deuxième attitude que j'ai connue, on m'avait repéré, et ça c'est le dernier poste donc dans la grande, c'est Vinci, on va citer la société, donc j'avais été repérée et j'avais été mise sous surveillance. Le DRH était à 3 mètres de mon bureau et avait mis donc sous surveillance, c'est-à-dire ces petites persiennes entrouvertes pour surveiller l'attitude de Madame Côté.
Donc, de nouveau, repérer, plus placardiser, j'avais toujours mes fonctions, mais sous surveillance. Et on ne fait rien. Et la troisième attitude, qui est la plus louable, et que j'espère que les entreprises commencent à mettre en place, c'est on repère quelqu'un qui a un problème avec une substance psychoactive, quelle qu'elle soit, et on va à la rencontre de cette personne, comme vous venez de le résumer pour le tabac, Christophe, hein, et on accompagne en donnant les moyens à cette personne, les outils pour s'en sortir. Ça, c'est la troisième attitude louable que malheureusement, je n'ai pas connue, mais pour laquelle aujourd'hui je plaide. Est-ce que j'ai résumé les trois situations? C'est parfait. Ou est-ce que vous en avez une quatrième? Alors, il y a une question, Laurent, c'est est-ce que l'alcoolisme féminin, surtout chez les femmes qui travaillent à des postes de responsabilité, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'autorité? Ce ne serait pas lié à un manque d'autorité? Ah oui, alors j'ai vu la question et j'étais perplexe en essayant de trouver la réponse. Bon, mais après, c'est propre à chacun. Quand vous commencez à avoir des responsabilités, en général, c'est parce que vous avez les compétences et le savoir-faire pour avoir ce poste. Si par contre, effectivement, vous êtes dans ce poste-là et que vous n'arrivez pas à vous affirmer pour une raison X, eh bien, vous pouvez avoir recours à l'alcool pour essayer de gérer ce stress, parce qu'on le sent. On le sent quand on n'est pas bien dans un poste, etc. Donc, oui, on peut être alcoolique parce qu'on a un problème, on n'arrive pas à s'affirmer dans le poste qui est le nôtre. Hein. C'est propre à chaque situation, en fait. Hein. Il n'y a pas de réponse. J'ai pas décelé une réponse générale qui dit oui, si vous n'avez pas d'autorité, automatiquement vous êtes alcoolique. Non. Hein. Ça peut être lié. Je ne sais pas, Christophe, si vous voulez compléter. C'est vrai qu'il n'y a pas de réponse ou de recette miracle. Hein. Ça, c'est toute la difficulté de la chose. Hein. Comme on le disait tout à l'heure, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas le message, il est complexe. Faire comment accompagner, c'est toujours complexe. On est une équipe pluridisciplinaire, donc oui, il n'y a pas de réponse tout de suite et toute simple. Et vous disiez l'affirmation de soi. Effectivement, les gens qui ont une difficulté d'affirmation de soi, mais c'est pas que les femmes, hein, les hommes aussi. Hein, certains, voilà, hein, c'est pas dépendant du genre. Hein. Après, d'ailleurs, l'affirmation de soi, c'est quelque chose qu'on fait dans la reconstruction, puisque on a un atelier, par exemple, dans la clinique de jour, qui est spécifiquement dédié à l'affirmation de soi. Et c'est des choses qui servent pas que pour l'addiction, hein, c'est des choses qui peuvent servir dans la vie de tous les jours. Hein. Même quelqu'un, je dirais, qui n'a pas de problème d'addiction, pourrait venir à cet atelier affirmation de soi, et je suis persuadé qu'il y trouverait des intérêts pour le futur. Ok, on continue, Christophe? Alors, voilà. Là, je reviens un peu sur des choses qu'on a déjà abordées en fait. Hein. L'alcool, il est admis dans notre société. C'est quelque chose de convivial, de festif, avec des répercussions sur l'entourage de façon très importante. Mais ça, on l'a dit. Dans l'entreprise, donc les pots de départ, la signature des gros contrats, les repas souvent arrosés, et ce début et cette installation très insidieuse. Et je voulais juste rebondir sur une petite anecdote de patients. J'ai vu pas mal de patients, notamment des commerciaux, lors des repas un peu arrosés le midi, un petit peu d'alcool, on mange bien, on signe un contrat, on est avec des clients ou autres. Et l'après-midi, c'est un peu dur de repartir sur l'après-midi de travail. Et là, s'installe des fois la consommation de cocaïne pour booster la journée. Et des fois, c'est le manager, voire le chef d'entreprise pour les PME, qui est à l'origine de la consommation, qui consomme avec eux, et du coup, le risque de déraper pour plus tard dans la journée, et des fois le soir, parce que quand on consomme de la cocaïne, on tient mieux l'alcool et on reprend bien, mais par contre le soir, on n'a pas envie de quitter, on n'a pas envie de s'arrêter, et on n'a pas envie de dormir. Donc là, des fois, on prend des traitements pour dormir, et le lendemain, on a un peu du mal.
et vous avez compris, le cercle vicieux commence à s'installer. Alors ça vous paraît peut-être, ça peut paraître un peu fou ce que je raconte, mais c'est des situations qui sont vues et revues régulièrement dans ma file active de patients, quoi. Alors moi je dirais que alors si Laurence vous voulez intervenir, hein, vous levez la main, vous criez, vous faites ce que vous voulez, vous mettez une pancarte, je vous laisse intervenir. Alors, pour moi les populations à risque pour lesquelles il faut faire un peu de prévention, ou en tout cas il ne faut pas laisser passer les choses, et dans l'entreprise, alors en tant que soignant évidemment, mais j'extrapolerai dans le milieu de l'entreprise puisque c'est aujourd'hui le sujet. Les plus jeunes, c'est les apprentis, c'est les stagiaires, c'est les alternances, c'est les jeunes de nouveaux postes. J'étais intervenu une fois dans une grosse institution publique du ministère où les jeunes gagnaient extrêmement bien leur vie, mais consommaient énormément de produits, de cocaïne, etc. Et ça pouvait avoir des conséquences hallucinantes. Et souvent, on n'en a pas parlé, c'est le burn-out aussi. Ça peut être le fil conducteur du burn-out, l'alcool ou la consommation de produits. En tout cas, moi, je fais souvent un lien à ce niveau-là. Alors, pas toujours, mais il peut y avoir. Les femmes jeunes, puisqu'on a parlé des jeunes, mais il y a les jeunes femmes, et potentiellement enceintes, donc alcool et grossesse, c'est 0 verre. Alors là, vraiment, c'est pas 1 de temps en temps, c'est 0, c'est clair, c'est net, c'est 0 verre d'alcool. Et là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et si ça peut être une des branches de votre combat, Laurence, ce serait super. Et je serai derrière vous du mieux que je peux et comme je peux pour ça, parce que il y a encore il y a quelques années, j'ai fait une intervention auprès de médecins généralistes et puis donc sur le lancement d'un traitement pour l'alcool et là il y avait une consoeur qui dit mais oui écoutez moi j'ai bu mes coupes de champagne pour le Noël pour ci pour ça pendant mes grossesses et j'ai eu 3 grossesses et il y en a pas un qui est de travers. Et là ce qui est choquant c'est alors ok tant mieux si ces enfants se portent bien etc. On ne connaît pas la dose seuil, mais quel discours elle va tenir cette consoeur vis-à-vis des patients? Si elle dit ouais mais moi ce qu'on pense en tant que professionnel, on peut pas on fait ce qu'on veut de notre côté, on peut être anti-masque, mais quand on a quelqu'un et que on voit des gens en face de nous et qu'on est responsable qu'on est soignant, on met le masque. Voilà, ça embête tout le monde de mettre le masque, mais on met le masque, c'est obligatoire. Et il y a vraiment ce discours qui posait problème et qui, j'espère, va changer. Et c'est pour ça, Laurence, je disais, si ça peut être aussi un combat, ça peut être intéressant. Ensuite, c'est les polyconsommations dont on a abordé tout à l'heure. Et puis, les associations alcool-tabac, on en a parlé tout à l'heure. Il y a l'alcool-tabac-cannabis. Il y a aussi moins grave tabac-café, mais c'est aussi associé souvent. Et puis, l'alcool-cocaïne dont on vient de parler. Et puis, il y a des sujets à risque, et là, c'est peut-être plus pour les confrères et les consoeurs médecins du travail. Les troubles mentaux, les troubles hépatiques, le diabète, qui des fois peut avoir un impact non négligeable sur le foie, et l'hypertension, puisque quand on consomme de l'alcool, il y a une hypertension. Et nous, les gens qui viennent faire des cures, qui ont des antihypertenseurs, des fois, après le sevrage réalisé, ils n'ont plus besoin de leur antihypertenseur. Leur tension revient à la norme parce qu'il n'y a plus de consommation d'alcool. Donc, c'est vraiment un point important et qu'il faudra peut-être décliner en entreprise. Les petites choses de base, mais vraiment de base, par lesquelles on peut commencer, c'est pour mettre des choses, des petites actions au sein de l'entreprise, c'est déjà savoir ce que c'est que le verre standard, la notion de verre standard, qu'il y a le même unité, le même nombre d'alcool dans chaque de ces verres qui sont ici, et que la dose au bar, qui est la dose de verre standard, comme vous la voyez là, c'est pas la même à la maison, c'est pas la même qu'on se sert soi-même. En général, les alcools forts, pour ça, c'est très facile. Au lieu de se servir un whisky de 3 centilitres, si on fait la mesure à la maison, des fois, il y a 3,5, 4 whisky en un seul. Donc, c'est pour compter sa consommation,
pour savoir. Si on compte pas, on ne sait pas. Et puis après, ça pourra permettre de modérer, de contrôler sa consommation. C'est ce qu'on appelle le carnet de suivi, qui marche très bien dans le tabac, qui marche très bien dans l'alcool. Et en fait, on se rend compte que en tant que soignant ou accompagnant, au plus on va être impliqué et on va montrer de la dextérité dans nos propos, au plus ça va matcher le patient en face de nous, le salarié. Il va dire, il va essayer de faire les choses et il va être aussi, lui aussi, impliqué dans tout ça. Voilà, avant de parler au traitement, puis le cas de la bière forte, évidemment que quand il s'agit d'une bière forte, souvent les 8-6 ou les fortement alcoolisés sont à 50 centilitres. Alors, quand il dit je bois une 8-6 ou deux 8-6 par jour, c'est pas beaucoup. En fait, il faut multiplier par 4 pour avoir le nombre de verres standards, ce qui fait 4 ou 8 verres standards. Et 8 verres standards, c'est une bouteille de rouge. Et là, c'est plus la même, c'est plus de bière, c'est une bouteille. Voilà, pour avoir les bonnes comparaisons. On peut peut-être rappeler que les alcools forts sont interdits dans l'entreprise. Quels sont les alcools qui sont permis dans l'enceinte de l'entreprise? C'est le vin, la bière, le cidre et le poiré. Mais tous les autres alcools, notamment forts, et vous avez raison de rappeler cette notion de verre standard, normalement, on ne devrait pas les trouver en entreprise. Je dis bien normalement. Ça m'a toujours fait marrer sa définition, le poiré. Il y a que quand on parle de cette définition que j'entends parler du poiré. Et à l'époque, il y avait aussi l'hydromel. Mais l'hydromel, je pense qu'on ne trouve plus. Mais le poiré, on le trouve encore. En fait, ce sont les alcools fermentés. Ouais. Les alcools distillés sont interdits. Mais je sais par expérience que le pastis, le whisky, le champagne, mais c'est un vin, sont bel et bien dans les petits frigos des chefs d'agence de telle agence, quoi. Donc voilà, c'est méconnu, c'est pas respecté forcément. Je crois que le pastis à Marseille, notamment chez les dockers, chez Ricard, ils l'ont enlevé et que c'est mal vu. Mais peut-être que je me trompe. Hein. C'est très possible. Non, je pense que les entreprises sont en train d'évoluer. Ouais. Il y a deux règles obligatoires en entreprise. Il y a celle du type d'alcool accepté ou non en entreprise. Et puis la deuxième règle, il faut aussi la rappeler, c'est on a interdiction d'avoir une personne en état d'ébriété dans l'enceinte de son entreprise. Et ça, c'est pas forcément non plus respecté. Le nombre de fois où j'étais en état d'ébriété dans mon bureau au 3e étage, voilà. Il faudrait commencer déjà à respecter, quand bien même ces règles sont inscrites dans le règlement intérieur ou dans la note de service, il faudrait quand même que l'on mette les moyens nécessaires pour respecter vraiment les règles en entreprise. On s'était dit qu'on ne parlerait pas du contenu de mon frigo, Laurence. Je suis vraiment désolée, Vin, j'ai complètement oublié. On coupe. Trop tard, c'est du direct. Quelle serait la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de l'alcool si jamais il y avait une consommation in situ? Puis-je vous répondre? Allez-y, Laurence. Alors, lorsque j'ai fait ce coma éthylique de trop, donc le 23 janvier, etc., c'est donc au vu et au su de tous que je me trouve par terre alcoolisée. Bon. Une personne, au bout de 5 minutes, m'a relevé et m'a reconduit dans mon bureau. Elle est repartie et ils ont continué la fête jusqu'à point d'heure. Moi, j'étais fortement alcoolisée. J'avais sans doute 2 grammes ou 3 grammes, voire plus. Je me souviens m'être assoupie quelques heures. Je me suis réveillée vers 17 heures. Et là, tenez-vous bien, j'ai pris mon véhicule de fonction et j'ai fait 30 km sur le périphérique de Paris pour retourner chez moi. Je vous pose maintenant la question, j'aurais fait un accident mortel sur le périph'. D'après vous, est-ce que mon employeur peut être recherché en responsabilité pénale? Mais oui. Bien sûr. Puisque tout le monde avait vu que Madame Cotet était dans un état alcoolisé. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est isoler Madame Cotet, ne pas la laisser toute seule, voir si elle peut récupérer, voir si d'ailleurs elle n'est pas en état de danger, parce que j'aurais pu être en état de danger, et après me reconduire chez moi. Et certainement pas me laisser prendre mon véhicule pour repartir chez moi.
Et je vous assure que j'étais avocate, donc je puis vous dire que si j'avais commis un accident, mon avocat qui aurait défendu mes droits pour essayer de défendre, même si j'ai une faute énorme, eh bien mon avocat aurait recherché en responsabilité l'entreprise qui m'avait laissé partir dans cet état. Ça fait réfléchir. Pour compléter, Laurence, je crois qu'il y a eu aussi une jurisprudence, une condamnation d'un débit d'alcool, de boisson. Oui. Un patron de bar, je crois, qui a été condamné parce qu'il a servi Oui. sans limite un client qui a eu un accident derrière. Voilà, et il l'a laissé repartir comme ça. La jurisprudence a énormément évolué. Et maintenant, c'est vrai qu'on peut rechercher en responsabilité. Alors, c'est même valable. Voyez, il y a bientôt les fêtes. Même si on est un peu confiné et c'est en population réduite, vous avez un ami qui picole trop le soir du réveillon. Eh bien, vous avez la responsabilité de cette personne. Si vous laissez cette personne repartir, encore que ce ne sera pas le cas, on a le couvre-feu, mais qu'importe, et que cette personne fait un accident, on peut vous rechercher parce que vous étiez au courant de l'état alcoolisé de votre ami. La jurisprudence maintenant est devenue très sévère sur les questions. Je suis obligé d'être le père Fouettard sur le timing. Il nous reste, en principe, il ne reste que 10 minutes. Est-ce qu'on peut continuer et accélérer, s'il vous plaît? Pas de problème, Vin. Juste, je réponds on m'a suggéré aussi par les questions, le chat, que effectivement il y a les afterwork qui sont susceptibles d'entraîner des consommations et malheureusement qui peuvent entraîner des conséquences dont Laurence vient de justement évoquer toutes les risques et l'impact. Alors, comment traiter cette pathologie? Alors, évidemment qu'on va pas faire en 10 minutes comment on traite la dictologie après avoir dit 1 heure que c'était compliqué, par 1h20, mais par contre, à mon sens, et là, je vais faire appel aussi à Laurence qui va illustrer pour mon propos et donner aussi des exemples ou comment intervient également dans l'entreprise, puisque on est deux à intervenir ensemble, et peut-être qu'il faudra qu'on le fasse ensemble, Laurence, à l'avenir, puisque notre complémentarité semble se vérifier. Donc, à mon avis, comme une formation auprès de futurs soignants en addictologie, je pense qu'il faut, à minima, et en disant bien que les managers qu'on va former ne vont pas devenir des addictologues, qui jouent pas à ça, mais ils vont avoir des bases pour ne pas mal faire et toujours savoir qui solliciter quand ils savent plus. Parce qu'on ne sait pas tout sur tout, ni vous, ni moi, ni personne. Donc, apporter une formation qualitative, d'abord, un savoir-être. Et ça, Laurence l'a bien dit tout à l'heure, plutôt que d'avoir des comportements que l'on ne veut plus ou qu'on n'aimerait plus voir au sein de l'entreprise ou dans la société, c'est plutôt un savoir-être qu'un savoir-faire qu'il faudra véhiculer, une ambiance générale. Et moi, je parle beaucoup du style relationnel que l'on emploie, être empathique. Alors ça, c'est plutôt des slides que j'emploie pour les infirmiers, pour les psychologues, pour les médecins, qui veulent en savoir un peu plus, même des médecins déjà à moitié formés ou quasiment addictologues. C'est vraiment, la slide, c'est des mots, mais c'est vraiment dans l'attitude que l'on va avoir. Former une alliance thérapeutique, de sortir. Alors bien sûr qu'on peut faire une transaction et sortir le salarié de l'entreprise, après tout, mais si on veut vraiment traiter de l'humain comme de l'humain, on peut avoir cette écoute réflexive, bien maîtrisée, avoir un contact chaleureux et être authentique. Ça veut dire être à l'aise avec ses propres sentiments pour mettre en place une alliance et aller chercher des solutions communes qui vont pouvoir être entendables pour tout le monde, de la part de l'entreprise et de la part du salarié. Parce que n'oublions pas, on vient de le dire depuis 1 heure, c'est une pathologie. Et on ne peut pas sortir quelqu'un parce qu'il a une pathologie et du coup, il ne convient plus. Ça, Laurence nous l'a dit. N'oublions pas que 80% de l'impression qu'on fait ou que nous font les autres, ça passe par du non-verbal. Donc, c'est pas être copain avec le salarié, c'est pas être aussi antipathique, c'est être empathique, avoir une bonne distance
ni trop près, ni trop loin. Et puis, ça passe par le contact visuel, la posture, les gestes, les mimiques, l'intonation de la voix, le débit, la hauteur de la voix. On n'est pas là pour pleurer avec le salarié non plus, ni pour le sanctionner, mais pour trouver des solutions communes. Et voilà, ce que je disais, c'est être centré sur la réalité. Et c'est un rapport collaboratif. On collabore, on va essayer de trouver. De toute façon, on est collaborateur. J'ai appris que tu es addict, alors on n'est plus collaborateur. Non, on reste collaborateur et on essaie d'avancer ensemble. Bien sûr que tout en bas, connaître ses compétences et ses limites. Une fois qu'on a eu une formation en addictologie, on ne devient pas forcément, après 1 heure ou 2 heures ou 2 jours de formation, un addictologue. On le devient après des mois et des années de travail. Et puis, bon, il y a aussi des études d'accord. Mais vraiment, c'est ce savoir-être qui serait important. Du coup, pas s'auto-évaluer, mais plutôt travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment important. Alors, je vais peut-être passer ça, mais pour arriver au cycle de Prochaska et pour marquer un peu dans le dur que, en fait, l'entretien motivationnel et les accompagnements, Laurence nous disait qu'elle avait été suivie 2 fois par semaine par un psychiatre addictologue. Donc, c'est vraiment… alors bon, déjà moi j'arrive pas à faire ça, j'ai pas le temps de voir le patient 2 fois par semaine, c'est génial, mais c'est pour dire que il vaut mieux être vu souvent et peu longtemps que pas souvent et très longtemps. C'est un accompagnement petit à petit, et les entretiens motivationnels, ils vont faire passer du stade de pré-contemplation à ceux qui ont un déni. J'en voyais qu'on disait comment accompagner les gens qui sont dans le déni, mais justement en les écoutant, en leur fixant, en leur faisant fixer eux-mêmes des objectifs petits qui vont réussir à obtenir, parce qu'il n'y a rien de pire que de jamais obtenir ses objectifs. Pour passer à la contemplation, dire effectivement j'ai un problème, mais je vais le gérer, et puis se rendre compte qu'ils vont avoir du mal à le gérer et faire appel aux personnes qui peuvent accompagner dans l'entreprise ou le médecin du travail, encore mieux, et puis par la suite un suivi extérieur. Et donc la prise de décision à je vais faire quelque chose, à je le fais. Et là, moi, j'ai l'exemple de plusieurs patients que j'ai vus une première fois, je leur ai expliqué comment le process qu'on va pouvoir mettre en place dans la clinique de jour pour les accompagner avec des ateliers, des accompagnements psychothérapeutiques, etc. Le travail sur soi dont parlait Laurence tout à l'heure et qui est incontournable. Et puis, ce patient qui a pris le téléphone et qui nous a dit, suite à la fin de l'entretien où je lui ai dit, ben voilà, vous avez les cartes en main, faites-le. Vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. Oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Prenez votre temps, réfléchissez-y. Vous voyez l'infirmière après moi, et puis elle va vous donner toutes les coordonnées, vous revenez vers nous et on mettra tout ça en place. Il nous rappelle, et il dit voilà l'infirmière, et il lui dit ben voilà, effectivement, suite à la consultation, je vais effectivement mettre ça en place, tel atelier, puis on va commencer comme ça. L'infirmière qui lui dit excusez-moi, mais je sais pas qui vous êtes. Et en fait, après rechercher sur l'ordinateur, elle se rend compte que le patient était venu, effectivement en consultation, mais 12 mois auparavant. La temporalité n'est pas la même. Quand on est addict, Laurence, vous allez forcément intervenir à ce niveau-là. Et après, on met les choses en action. Et que la rechute, même si la personne reconsomme, ça fait partie de la pathologie. La rechute, c'est pas forcément qu'on n'y arrivera jamais. Au contraire, j'ai tellement d'exemples de patients qui ont fait des cures, qui ont fait des rechutes 10, 12, 13, 15 fois, et qui aujourd'hui ne consomment plus depuis des années et qui sont très bien comme ça. J'en ai vu un encore hier pour le coup et qui était tabac, alcool, cannabis et qui était tout fier de me dire que ça faisait 2 ans qu'il consommait plus d'alcool, mais ça je le savais, et 2 mois qu'il consommait plus de cannabis. Donc voilà, on y arrive. Laurence, peut-être que vous voulez… Oui, on y arrive. C'est plein d'espoir que vous nous donnez, mais c'est tellement long qu'il vaut mieux faire de la prévention et éviter de tomber dedans. Et vous avez dit tout à l'heure 18 mois. Effectivement, les patients souvent me demandent mais combien de temps on met? Je leur dis clé en main entre 12 et 18 mois. Bon, mais ça va. Oui. 18 mois et c'est du travail à temps plein. Finalement, moi, j'avais été virée, mais c'est très bien. J'avais qu'une chose à faire, c'est de travailler sur moi. C'est très éprouvant, c'est fatigant, mais ça vaut le coup. Bien sûr que ça vaut le coup. Alors l'entretien motivationnel pour les soignants qui sont avec nous aujourd'hui, c'est utiliser des questions ouvertes, éviter des contradictions ou l'affrontement et renforcer le sentiment de liberté de choix. N'oublions pas que le patient il est venu nous voir
venu nous voir, il peut ne plus venir nous voir. Et le but, c'est qu'il revienne la fois d'après. Déjà, si ça, c'est admis, c'est déjà pas mal. Après, on verra pour la suite. Donc, que faire en entreprise? C'est réagir, de ne pas rester là à pointer du doigt la personne, déculpabiliser la personne qui est en face de nous et positiver. Mais ça, je crois qu'on vient de le faire aisément, tu en conviendras, Vin, pour motiver à la fois les soignants, mais les salariés qui seront derrière nous. Donc, la médecine du travail, c'est la personne la plus adaptée à faire tout ça. Alors, les personnes à contacter, le rôle de l'employeur, si une personne est alcoolisée sur le lieu de travail, mais on vient d'en parler, et les conséquences qu'ils peuvent avoir et la loi qui oblige à faire cela. Et du coup, dédramatiser et rechercher des solutions. Et donc, c'est ce que je fais, c'est ce que Laurence fait, c'est ce que certains font avec le conseil en entreprise spécialisé en addictologie. Avec l'encadrement, il y a des personnes qui sont sur les lieux de travail, qui sont là pour ça, et notamment le médecin du travail. Puis quand il y a quelqu'un qui est alcoolisé sur place, effectivement, Laurence a donné la procédure à réaliser tout de suite. Donc, vous s'adressez, vous connaissez les XAPA, les centres de soins d'accompagnement de prévention en addictologie, mais il y a aussi des psychiatres, des addictologues en ville qui peuvent recevoir également. Il y a d'en savoir un peu plus, qui sont très bien faits, Drogue Info Service, et puis les sociétés savantes également comme la SFA ou autres, hein, j'ai noté cela. Donc le consulting en entreprise, moi ce que je fais pour ma part, c'est analyser les besoins de l'entreprise déjà et de leur proposer quelque chose d'adapté à leur demande. Et moi, pour ma part, et après je laisserai la parole à Laurence, parce que tu m'as demandé d'accélérer, Vin, et j'ai vraiment accéléré, de la prévention, de la sensibilisation ou de la formation. Donc de la prévention, moi je mets ça, en fait je sépare. La prévention, c'est vraiment comment mettre en place et sensibiliser les personnes pour mettre des actions et lever les tabous dans l'entreprise aux conduites addictives et à l'addiction. C'est surtout peut-être s'appuyer sur ce qui a été fait pour le mois sans tabac, éventuellement le mois sans alcool ou autre. Et ça, c'est vraiment ces actions-là qui peuvent être faites en one shot et après travailler davantage. Alors, effectivement, la prévention, si elle fait qu'en one shot et qu'il n'y a rien derrière, on le voit pour le mois sans tabac, il ne passe pas grand-chose. Mais ça peut être des actions pour en générer le reste. La sensibilisation, c'est j'ai interverti. Et la sensibilisation, donc c'est comprendre, et la prévention, du coup, ces campagnes-là et évoquer les risques liés au devenir l'action du THC. On n'a pas parlé du cannabis en milieu professionnel, mais c'est aussi le cas. Et puis en dernier, moi, ce que je trouve le mieux au sein d'une entreprise et ce qui illustrerait bien le degré d'implication d'une direction, c'est de créer une unité pilote au sein d'une entreprise. Les grosses boîtes peuvent se le permettre, c'est d'inclure les personnels de l'entreprise qui sont concernés par la santé des salariés, donc ils sont notés ici. Ça peut être plus, hein, ça peut être effectivement les délégués du personnel, les managers, pour créer un partenariat au long cours. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que en fait, il y a vraiment une dynamique au sein de l'entreprise avec des personnes qui sont sensibilisées, ça un peu comme des personnes sentinelles qui vont être sensibilisées, qui vont être à minima formées aux problématiques d'addiction pour éviter, comme le disait Laurence tout à l'heure, les conséquences et le traitement derrière, les conséquences cliniques, physiques, les conséquences dans l'entreprise, et puis le soin qui va être long forcément à mettre en place. Donc le lien avec le médecin du travail, l'infirmière du travail, la psychologue du travail et les RH sont vraiment très importantes. Mais Laurent, je vous laisse la parole parce que j'ai beaucoup parlé et très vite en plus. Je ne sais pas combien de temps. Merci Christophe. Il nous reste, Vin. Vous me donnez combien de temps là? Écoutez, il reste et le temps est passé, donc tout ce qu'on fait, ce sera du bonus. Laurence, on va encore prendre 2 questions. 1, c'est quoi un patient expert? Un patient expert. 2, qu'est-ce que le challenge le mois de janvier sobre?
J'accepte les deux questions. Un patient expert, c'est une personne qui a une double casquette. Il a été patient d'une maladie chronique, quelle qu'elle soit. En ce qui me concerne, c'est l'alcoolisme et d'autres drogues, mais ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être un cancer, le VIH, etc. Donc, il a été patient et il s'est durablement soigné de telle manière qu'il est aujourd'hui en autonomie par rapport à sa maladie. Pour l'alcool, par exemple, moi je suis abstinente depuis 10 ans et vous pouvez me mettre une coupe de champagne là, à mes côtés, ça ne me pose aucun problème, je n'y toucherai plus. Donc, je suis stabilisée. Et certaines personnes comme moi vont éprouver le besoin d'en connaître un peu plus sur la pathologie et se former. Ce que j'ai fait, j'ai passé 2 diplômes universitaires en addictologie et en éducation thérapeutique. J'ai fait 1 année de stage et je suis devenue expert, c'est-à-dire patient expert de mon expérience. J'en ai fait une expertise et ça me permet de faire plein de choses, comme par exemple participer avec vous à cette conférence. Voilà. Ce que j'aime le plus dans le patient expert, c'est être intégré dans la clinique d'addictologie du professeur de Mathéis, que vous devez connaître, et d'accompagner, bien sûr, les personnes qui souffrent d'addiction. Voilà pour la première question. Le Janvier sobre, et merci d'afficher ce logo, en fait, c'est une petite initiative citoyenne qui a démarré le 4 janvier 2019. On a été une poignée à réfléchir en se disant, bon, l'État ne fait pas son travail, ou ça a l'air très compliqué, on ne va pas rentrer dans les polémiques. Par contre, nous, on a besoin d'une action grand public au cours de laquelle on invite tous les Français à se poser la question de sa relation avec l'alcool. Et on a choisi sobre parce que sobre, c'est un adjectif qui veut dire boire et manger peu, et notamment boire peu de boissons alcoolisées. Donc au cours du mois de janvier, c'est-à-dire 1 fois par an, et c'est la 3e année qu'on va le faire, tous les Français, s'ils le souhaitent, se poseront la question de leur relation, se fixeront leurs propres défis. Ça peut être le 0 alcool pendant 1 mois, mais ça peut être aussi 0 alcool pendant la semaine au travail, et par contre, je me réserve mon petit verre le samedi ou le dimanche en famille, etc. L'important, c'est de se fixer son défi et de ne jamais dépasser les repères de consommation à moindre risque, si on ne les a pas encore cités, qui ont été posés par Santé publique, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc on est dans la responsabilité, on n'est pas du tout dans l'interdit et c'est un défi collectif et ludique. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, eh bien vous vous connectez sur le site www.janviersob.fr, vous téléchargez un petit kit d'accompagnement, que vous soyez un particulier ou une entreprise, et vous avez tous les outils pour réussir votre défi Janvier sobre. Voilà, Merci Vini. Laurence. En attendant la dernière surprise de l'événement, je vous invite à voter pour votre feedback sur le niveau de satisfaction du thème, de nos intervenants et puis bien sûr de toute la partie outils. Alors, la surprise arrive. Le temps que je retrouve. En tout cas, je voulais, pour meubler le temps, Vin, je voulais remercier déjà Vin je te remercie de ton invitation, de participation à ce superbe échange très riche et de m'avoir associé à Laurence qui apporte un témoignage à la fois intéressant, poignant, mais ô combien vrai dans tout ce que vous dites et qui illustre parfaitement tout ça. Et remercier aussi bien sûr tous les participants et les participantes aujourd'hui en espérant leur avoir apporté des éclairages et peut-être plus tard. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien, vous et votre entourage surtout. Je vais réaliser aujourd'hui 2 cocktails sans alcool, ce qui ne veut pas dire que la fête sera en folle, bien entendu. 2 cocktails, un plus féminin et l'autre masculin. Donc le premier pour le cocktail plus féminin, on va être plus sur la fraîcheur. Cocktail voilà, en long drink, sur l'esprit d'un mojito. J'ai changé quelques ingrédients pour que ce soit un peu plus original. Et le deuxième, le cocktail masculin, avec des notes un peu plus prononcées sur le gingembre et l'épice. Donc je vais les réaliser devant vous, comme ça le but c'est que vous puissiez les réaliser chez vous. Et comme ça vous aurez tous les ingrédients, je vais vous mettre les recettes.
et compagnie. Donc je vais commencer par le cocktail féminin. Donc on est sur une base d'un mojito, donc à la base on pile de la menthe fraîche. Moi j'ai choisi du basilic pour apporter d'autres notes et qui change un peu aussi de la menthe classique. J'ai mis 6 feuilles de basilic. Si vous avez un pilon, c'est mieux. Moi j'ai juste une cuillère, mais on peut quand même l'exprimer en tapant comme ceci, en l'atouillant un petit peu dans le verre. Comme ceci. Il est composé alors donc du coup 1 centilitre de sirop de sucre de canne. Moi, si vous pouvez avoir un petit doseur comme ça, c'est bien pour que les dosages soient précis. Trois centilitres de jus de citron. Six centilitres de jus de fraise. Six centilitres de jus de cranberry. On peut éventuellement remuer pour l'homogénéité. Une première fois, je vais compléter de glace. N'hésitez pas à le bien remplir de glace. Hein. Plus le cocktail est frais, meilleur il sera. Et on va compléter d'eau gazeuse. Alors Perrier, moi j'ai une Soda Stream hein, en mode grosse bulle, hein, ça c'est pas un problème. Vous le complétez comme ceci. On remue à nouveau. Une paille, en décoration j'ai choisi de mettre 2 fraises tagada et 2 fraises fraîches qu'on peut éventuellement mettre sur le côté comme ceci et une petite tête de menthe pour rappeler un petit peu le côté mojito. Voilà pour vous mesdames. Vin, on t'entend pas. Vin, tu n'as pas mis le micro. Ah, voilà, c'est bon, c'est bon. Je disais, on remercie Maxime, le barman de l'hôtel Plaza Athénée, qui nous a offert ce petit moment. Bonjour, deuxième vidéo du coup là, cette fois-ci, messieurs. Cocktail un peu plus prononcé, cette fois-ci en short drink, dans l'état d'esprit de... Je vais vous faire une sangria, dans cet état d'esprit-là. Voilà, juste avec de la glace et au shaker parce que faut quand même bosser un petit peu les gars. Donc je vais commencer
si c'est l'état d'esprit d'une sangria, de mettre des petits morceaux de pommes dans le verre tout simplement, pour que quand vous puissiez boire votre cocktail, le cocktail macère un petit peu enfin que les pommes macèrent un petit peu dans le cocktail, ça va donner une autre petite note, et vous pourrez le manger ensuite quand vous aurez fini votre cocktail. Donc vous les coupez grossièrement, ça suffit. Si j'arrive à attraper le dernier bout. Tac. Alors, 1 centilitre d'extrait de vanille. Ça pour le coup, pas plus, parce que c'est extrêmement fort. Il faudra pas que ça prenne le dessus. 3 centilitres de jus de citron. Contrer un petit peu tout le sucre qu'il pourrait y avoir dans le cocktail. Une toute petite cuillère de cannelle en poudre. Donc ça c'est pareil, vraiment un petit peu parce que sinon ça prend le dessus. 6 centilitres de jus de raisin rouge. On va shaker le tout. Vous refermez bien, surtout, parce que sinon les vêtements vont prendre un coup. Vous shakez. Petit coup en bas. Vous essayez de l'ouvrir sans mettre de coup, comme ceci. Je vais faire ça, sinon il y a la version simple, hein, vous enlevez le bouchon, vous versez, mais bon. Barman de profession, on va faire ça dans les règles de l'art. Vous versez le tout. Comme ceci. On va compléter de glace. Et on complète le cocktail par du ginger beer. Toujours en remélangeant le cocktail. Petite paille, vous pouvez mettre un petit bâton de cannelle sur le côté, et déjà les fruits à l'intérieur font office aussi de décoration. Voilà, avec une belle petite mousse. Et le tour est joué. Bonne dégustation à vous, passez d'excellentes fêtes, au plaisir. Ciao, ciao. Ben voilà, c'était un cadeau de notre partenaire de l'hôtel Plaza Athénée, un palace parisien. C'était pour conclure notre événement sur la consommation d'alcool et le travail. Merci Laurence, merci Christophe. Merci à toi, merci. Merci à vous tous. À très vite l'année prochaine. Merci aux auditeurs qui sont restés jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle fête déjà pour Noël et puis bien sûr pour la Saint-Sylvestre, mais pas trop alcoolisé. À très vite. Salut, à bientôt. Bye bye. Au revoir à tous.